Merci d'avoir choisi notre atelier. J'espère que vous ne le regretterez pas. Alors, un mot d'abord sur la marge. La marge parce que c'est le thème de cette année à Concertina. Le choix de ce mot, je pense qu'il n'est pas là par hasard. La marge, eh bien, c'est un mot polysémique. Il est riche de sens. Et la marge, eh bien, la marge, elle crée l'écart. Elle crée l'écart dans l'espace, dans le temps, dans les comportements. La marge, elle est l'espace blanc laissé autour d'un texte, autour d'un écrit. Elle est en quelque sorte ce qui va révéler la norme, et la norme de droit. Et puis la marge, c'est aussi celle qu'on se donne, l'espace, le temps, la latitude qu'on se donne pour disposer d'une liberté. La marge de manœuvrer, la marge de manœuvre plutôt, la marge d'erreur, la marge d'appréciation. Et donc la marge ferait à la fois émerger la norme pour ensuite pouvoir s'en écarter. Donc c'est pour parler de ces mouvements contraires, de ces vents contraires, comme aurait dit Jérémy Delmas-Marty, que nous avons décidé, enfin en tout cas que nous avons la chance d'avoir ici deux juges de la Cour européenne des droits de l'homme, qui vont tenter de répondre avec nous à cette question. Alors à ma gauche, Mykola Natowski, qui est juge pour l'Ukraine, donc juge ukrainien pour l'Ukraine. Vous avez été professeur de droit international et vous avez été pendant 6 ans président du comité de prévention pour la torture, ce qui veut dire que vous avez donc une appétence et une connaissance donc, de ce droit des enfermements. Et vous allez nous expliquer tout à l'heure comment le droit à des conditions de détention dignes, en fait, c'est fabriqué. Et puis à ma droite, Mathias Guillaumard, qui lui est conseiller d'État. Il a eu à connaître, lorsqu'il était au Conseil d'État, beaucoup d'affaires qui concernaient le droit des détenus, et je pense qu'on pourra dire qu'il a beaucoup œuvré à l'émergence donc d'une jurisprudence protectrice pour les détenus. Et puis, il est aujourd'hui juge également à la Cour européenne des droits de l'homme, juge pour la France, et il nous expliquera tout à l'heure sa vision de la marge et cette difficulté à ne pas exclure, à respecter la marge, et puis aussi à veiller au vivre ensemble et à réintégrer la marge. Mais d'abord, avant d'évoquer donc le thème de notre atelier, comment la marge peut être créatrice de droit, j'ai demandé à Mathias de nous expliquer en quelques mots comment fonctionne la Cour européenne des droits de l'homme, pour que vous ayez une idée précise. Donc Mathias, est-ce que tu pourrais nous expliquer sa composition, ses missions, en quelques mots, et puis ensuite Bien sûr. on a parole. Merci beaucoup Delphine, bonjour à toutes et à tous. Et avec Nicolas, nous sommes très heureux que Concertina nous ait invités à venir vous rencontrer et à débattre avec vous, parce que ce que nous espérons, c'est que dans ce temps, il y aura des échanges. Et pour commencer tout de suite, en répondant à la première question, je vais essayer en 3 minutes d'exposer le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme. Après la Deuxième Guerre mondiale, se crée le Conseil de l'Europe. Les anciens États qui se sont fait la guerre, et notamment, évidemment, après le fracas du nazisme et du fascisme, décident de reconstruire un espace politique fondé sur la démocratie, la paix et la justice. La France et le Royaume-Uni sont moteurs, mais comme je l'ai dit, ça embarque très vite aussi l'Allemagne, l'Italie. Et de 12 États au départ, nous sommes allés jusqu'à 47 États, jusqu'à ce que la guerre en Ukraine entraîne l'expulsion de la Russie. Et donc nous sommes maintenant avec une institution européenne qui recouvre 46 États, les 27 de l'Union européenne, plus 19 autres, des pays comme la Suisse ou la Norvège, par exemple, qui ne sont pas membres de l'UE, la Turquie, et puis beaucoup de pays de l'Est, comme l'Ukraine ou les pays du Caucase. Ce Conseil de l'Europe, créé en 1949, se dote très rapidement ensuite, en 1950, on va en fêter le 75e anniversaire l'année prochaine, d'un texte de protection des droits fondamentaux, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est signée en 1950.
cette convention qui reprend les droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948, pour les appliquer à l'échelle de l'Europe, se dote d'un organe judiciaire. Cette Cour européenne des droits de l'homme, à laquelle Nicolas et moi nous sommes fiers d'appartenir. Cette Cour est composée de 46 juges, un élus, nous sommes élus par les parlementaires qui forment l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, un élu au titre de chacun des États membres du Conseil de l'Europe et qui ont ratifié cette convention. Donc c'est une juridiction internationale composée de personnes qui viennent du système juridique de chacun des États, avec des parcours différents. Vous avez entendu, Nicolas était universitaire, mais aussi chargé par la présidence du CPT d'un monitoring très opérationnel. Il y a des juges, des gens qui ont fait leur carrière comme juge interne, c'était mon cas, 25 ans au Conseil d'État. Il y a des universitaires, d'autres praticiens comme des avocats. Et tous ensemble, avec nos traditions juridiques issues des pays d'où nous venons, nos expériences personnelles, nous essayons de faire vivre cette convention. Nous ne sommes pas tout seuls, il y a 650 personnes qui sont membres du greffe et qui nous aident dans cette tâche. Cette tâche est de veiller au respect concret et effectif des droits humains à l'échelle de l'Europe. Parce que ce que les États ont décidé, c'est de créer une garantie collective mutualisée. Avec une belle formule qui date de 1950, les violations portées par un État intéressent tous les États. Mais en réalité, en s'engageant à respecter les droits humains et en décidant de se surveiller ensemble dans s'agissant du respect de ces engagements, on a construit quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Il y a effectivement aussi des conventions et des cours interaméricaines et interafricaines, mais qu'est-ce qui signe la spécificité et, à mes yeux, je crois que Nicolas sera d'accord, l'efficacité du système? D'abord, cette convention est contraignante. Les États se sont engagés à la respecter. Deuxièmement, les arrêts de notre Cour sont exécutoires. C'est-à-dire que les États se sont engagés à mettre en œuvre les décisions et les jugements que nous rendons. Troisièmement, c'est que nous pouvons être saisis via nos recours individuels par n'importe quelle personne placée sous la juridiction d'un de ces 46 États pour attaquer un de ces États parce que cette personne estime qu'elle est victime d'une violation de ses droits humains. Alors nous ne le faisons pas tout seuls, il y a le principe de subsidiarité qui est un principe directeur du fonctionnement de la Convention. Il faut d'abord que les gens qui s'estiment victimes d'un de leurs droits protégés, alors les droits, vous les connaissez, ce sont les mêmes qu'on trouve dans la Déclaration de 1789, dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les droits civils et politiques, au rang desquels on va trouver la liberté d'expression, la liberté d'association, le respect aux droits à la vie privée et familiale, la dignité bien sûr, et les droits économiques et sociaux aussi, je ne peux pas vous donner tous ces droits, mais ce sont les mêmes. En réalité, les droits fondamentaux sont partout les mêmes, et on aura sûrement des questions là-dessus. Ils renvoient aux mêmes valeurs universelles attachées à la qualité de membre de la famille humaine, comme on dit dans la Charte des Nations Unies. Il faut que les gens qui estiment être victimes de cette violation dans leurs droits aillent d'abord devant les juges de leur pays. Et ce n'est pas seulement les citoyens, ce sont aussi les résidents. Et donc, il faut qu'ils aillent d'abord demander aux juges de leur pays de remédier à la situation attentatoire à leurs droits. Et s'ils n'ont pas gain de cause, ils peuvent ensuite venir directement devant nous. Et donc, après l'épuisement de ces voies de recours internes, la Cour va vérifier si oui ou non les exigences attachées au respect de ces droits dans une approche très concrète, très liée au cas, ont été respectées ou non. Si elles n'ont pas été respectées, ces exigences, alors la Cour condamne l'État, qui voit sa responsabilité engagée dans l'ordre international, et cela a deux conséquences. Pour le particulier qui nous a saisis, ça peut être une personne physique, ça peut être une personne morale aussi, une association ou une société, hein, parce que les titulaires de droits, ce sont les particuliers, et les débiteurs, ce sont les États. C'est comme ça que c'est architecturé dans notre convention. Eh bien, l'État doit remédier à la situation individuelle qui était au cœur du litige. Mais parfois, et nous allons y venir bien sûr avec les prisons, un litige concret particulier révèle un problème systémique, un problème structurel. Et cela entraîne parfois pour les États une obligation de changer de pratique, pour les juridictions nationales de changer de jurisprudence, voire de changer la loi. Et c'est un effet très puissant de l'efficacité de notre convention qu'elle peut entraîner
des évolutions, des modifications qui ont toutes la même caractéristique, et je terminerai par là, c'est l'élévation constante du niveau des droits protégés. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. On pourra répondre à toutes les questions que vous voulez. Peut-être Nicolas. Nicolas, oui, peut-être ajouter quelque chose. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Oui, pas grand-chose à ajouter à ce stade, mais bien sûr, on peut le discuter après. Mais juste peut-être pour souligner que la Cour ne fonctionne pas tout seul. La Cour est aussi liée au Conseil de l'Europe, qui comprise beaucoup d'organes très importants. Comme le comité des ministres du Conseil de l'Europe, c'est un organe politique qui surveille l'exécution de notre jugement, de nos arrêts. Ça c'est très important. L'Assemblée parlementaire, mais aussi les organes de monitoring comme le CPT. Je suis ravi de voir deux membres de CPT ici parmi nous, Vincent et Vanessa. Alors donc, la Cour est vraiment fait partie de ce système de protection des droits de l'homme, mais aussi de protection de l'état de droit et de la démocratie en Europe. Et je m'arrête ici. Alors, qui veut commencer Mathias. Oui. Tu as la parole pour... Donc, on prendra peut-être toutes les questions après dans l'ordre que vous voudrez, y compris sur des questions plus institutionnelles ou fonctionnelles. Quand on nous a posé la question de droit et marge, j'ai trouvé que c'est extrêmement fructueux. Et d'ailleurs, depuis hier, je vois le grand intérêt que cela suscite entre les personnes qui discutent et puis avec les personnes qui écoutent et qui interviennent. Et je crois qu'effectivement, les rapports de droit doivent être questionnés par rapport à la marge. D'abord, il y a une question, j'y reviendrai pas, mais peut-être que ça vous intéressera quand on y revient. Je le dis juste en passant. D'une certaine manière, je pense qu'il y a des choses qu'il faut comprendre comme étant à la marge du droit, mais vraiment essentiellement liées à la production et la mise en œuvre de la règle de droit. Je veux dire par là, vous avez compris, les droits de l'homme reposent sur des valeurs. Ces valeurs ne sont pas juridiques. Les droits, c'est la manière juridique de protéger des valeurs. La dignité humaine, c'est une valeur morale, c'est une valeur sociale, c'est une valeur politique. Et donc, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il se passe des choses à la marge du droit qui sont en rapport avec le droit. Et c'est extrêmement important, surtout dans le contexte actuel, de connecter le politique, le moral et le juridique. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Mais on pourra en reparler. Ensuite, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a des situations dans la vie qui sont à la marge du droit, au sens non appréhendé par le droit. Et je crois que c'est extrêmement indispensable que le droit ne sature pas l'espace social. C'est un juge qui vous dit ça. Mais il faut qu'il y ait de l'espace non régi par les rapports de droit dans la vie sociale, la vie humaine. Sinon, il y a un risque d'approche totalisante par le droit qui ne serait pas meilleure que toute autre forme de totalitarisme. Et je le dis très nettement. On a parlé de Mireille Delmas-Marty, elle parlait du flou du droit, elle parlait des espaces d'indétermination que le droit doit laisser ouverts. Le droit est indispensable au vivre ensemble. Le droit est notre règle du jeu social, bien sûr, et heureusement qu'il existe dans le fonctionnement des collectivités humaines. C'est souvent un rempart à d'autres rapports, rapport de violence, rapport de domination. C'est-à-dire que le droit soit étanche à tous ces rapports, pour en reparler. Mais ce que je voulais dire, il y a un espace qui doit rester non saisi par le droit, hors champ du droit. Et je ne dis pas que c'est facile, je dis que le risque, c'est que parfois ces espaces-là, hors champ du droit, sont des espaces de violence ou de brutalité. Et à ce moment-là, c'est au droit de les ressaisir. Mais ça peut être aussi des espaces de joie, de plaisir, qui n'ont rien à voir avec la règle, son énoncé ou sa mise en œuvre. Et c'est ça qui nous donne aussi l'espoir de vivre. C'est qu'on ne s'en rapporte pas toujours à la règle. Voilà, alors ces deux choses-là étant dites, je me suis essayé une petite typologie des rapports entre droit et marge. Et ce matin, il y avait une
très stimulante discussion avec les philosophes publics, dans l'espace public, sur peut-on choisir d'être en marge. Et effectivement, c'est une question qui nous taraude dès qu'on parle de la marge. Est-ce que c'est la marge qu'on subit ou est-ce que c'est la marge qu'on a choisie? Autrement dit, une situation marginale peut être subie. Et la première hypothèse de ma typologie, c'est celle où, malencontreusement, le droit crée des situations de marginalisation. Le droit n'est pas toujours au service d'un système de valeurs respectueuses des droits humains. L'histoire vous l'a montré, j'espère que l'avenir ne nous le montrera pas trop. Mais même dans un système démocratique, même dans un état de droit, vous avez des mécanismes juridiques qui œuvrent plus ou moins directement à la marginalisation de certaines personnes. Je vais donner un exemple très concret, puisqu'on a décidé de donner des cas concrets. La pénalisation de la mendicité. Voilà quelqu'un qui mendie. Il mendie généralement pas pour son plaisir, parce qu'il est dans une situation de vulnérabilité qui conduit à devoir s'adresser à autrui pour, la Cour l'a dit, obtenir une aide qui constitue une des possibilités de subvenir à ses besoins élémentaires. Il y a dans les pays du Conseil de l'Europe un certain nombre d'États qui interdisent de manière générale et absolue la mendicité. Et il y a parfois même des États qui la pénalisent, cette mendicité. Nous avons une affaire intéressante, la Suisse, qui s'appelle Lacatus contre Suisse, dans laquelle une personne de la communauté rome mendiait et avait été condamnée à une amende en infraction avec cette interdiction générale et absolue de mendier. Et comme elle n'avait pas réglé son amende, ce qu'on peut, avec le bon sens, comprendre s'agissant de quelqu'un qui est obligé de mendier pour vivre, elle avait été condamnée à une peine privative de liberté, à la prison. Alors elle est venue, d'abord après avoir été devant les tribunaux suisses, jusqu'à notre cour. Notre cour a dit que dans cette hypothèse-là, il y avait une atteinte à sa vie privée et à sa dignité. Et je crois que c'est extrêmement important. Je voudrais vous citer deux phrases qui me semblent assez fortes pour illustrer mon propos. Une seule, parce que le temps passe, et je ne veux pas prendre la parole trop longtemps. La Cour estime, il faut que je retrouve la bonne phrase, la voilà, que la sanction infligée à la requérante ne constituait pas une mesure proportionnée ni au but de la lutte contre la criminalité organisée, ni à celui visant la protection des droits des passants, résidents et propriétaires. Elle considère que cette mesure, par laquelle la requérante, qui est une personne extrêmement vulnérable, est intervenue dans une situation où elle n'avait très vraisemblablement pas d'autres moyens de subsistance, et dès lors pas d'autre choix que la mendicité pour survivre, et je passe, dès lors cela a porté atteinte à la dignité humaine de l'intéressé et à l'essence même des droits protégés par l'article 8. Condamnation de la Suisse. Voilà une belle illustration de comment le droit peut créer des situations de marginalisation, la pénalisation de la mendicité, et comment le droit peut essayer de remédier à cette situation. Je veux parler du droit international des droits de l'homme et notre jurisprudence qui a dit à l'ordre juridique interne, là ça ne marche pas. Ça c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, donc, quand la règle crée, plus ou moins directement, provoque des situations de marginalisation qui sont alors subies. La deuxième hypothèse est celle dans laquelle le droit va entraîner de manière indirecte des situations de mise en marge. Et là, on voit bien que ça peut être à la fois indirectement des situations dans lesquelles les personnes vont subir une marginalisation. Dans l'interview que j'ai donnée hier dans la revue qui vous est distribuée, j'ai parlé de l'exemple de certaines règles d'admission au séjour des étrangers qui ne sont pas faites. Bon, le vent, tant que c'est pas le vent mauvais, ça va, hein, on entend parler. Merci beaucoup. Ces règles-là ne sont pas faites pour marginaliser les gens, mais on le sait bien, c'est documenté, je n'ai pas le temps de vous attarder, parfois provoquent indirectement des situations d'irrégularité ou de mise à la marge d'un certain nombre de personnes. Mais je voudrais dire, et je vais vous donner un autre exemple tiré de notre jurisprudence, que le droit parfois va provoquer des mises à la marge choisies par les personnes, les individus, qui vont considérer
qui ne se reconnaissent pas dans la norme ou dans la règle et qui vont choisir de s'extraire à ce moment-là de son champ d'application. Nous avons une affaire très intéressante rendue au moment du Covid, mais qui concerne pas la vaccination obligatoire pour le Covid, mais la vaccination obligatoire pour la scolarisation des enfants. C'est une affaire concernant la République tchèque. Et des gens venaient devant la cour, là aussi après avoir perdu devant leur tribunal, en disant « Écoutez, nous sommes contre le vaccin, c'est notre libre choix, vie privée, et vous ne pouvez pas nous sanctionner par la non-scolarisation de nos enfants de ce choix lié à notre autodétermination de vie, de refuser le vaccin. » Et là, il y a une atteinte excessive. Donc c'était des gens qui plaçaient leurs enfants en situation de marginalisation, non-scolarisation, mais de façon délibérée, par un choix assumé de refuser une règle. Ils viennent devant la Cour. La Cour rejette leur requête. Et dit qu'il n'y a pas d'atteinte excessive à l'article 8. Et se fonde pour cela sur une belle notion, à mes yeux, mais ça sera sujet au débat, j'en suis sûr, le devoir de solidarité sociale. Autrement dit, ce que la Cour, je vous fais très court, a dit, c'est que pour ceux des enfants qui ont des raisons médicales faisant obstacle à leur vaccination, l'immunité collective est la seule manière de les protéger contre un risque de maladie. Et cette immunité collective passe par la solidarité sociale qui se manifeste par le fait que les enfants qui n'ont pas de contre-indication médicale doivent être, pour être dans les mêmes espaces collectifs, vaccinés. Et je crois que ça c'est très intéressant parce que là vous voyez aussi comment le droit peut provoquer des situations de mise à la marge et peut, d'une certaine manière, essayer de réembarquer ces situations dans lesquelles les gens se sont délibérément mis hors champ de la règle, en mobilisant, si je puis dire, des notions qui sont directement liées aux politiques dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de vivre ensemble, c'est-à-dire faire société. Troisième hypothèse, et je terminerai par là, c'est celle où le droit, c'est le droit qu'on aime, c'est celui qu'on pratique à la Cour chaque fois que les litiges nous en donnent l'occasion, c'est le droit qui essaye de réintégrer les situations de marginalisation. C'est le droit qui récupère, c'est le droit qui compense, c'est le droit qui, en faisant peser des obligations positives sur les États, vient au secours des situations des personnes les plus vulnérables. Je vais vous donner deux exemples et je terminerai par là. Premier exemple, je sais qu'il y a des avocats qui vont parler de la garde à vue tout à l'heure à 16h30 à l'école maternelle. Je vous invite tous à aller de ce chapiteau à celui d'après. Nous avons une affaire qui concernait l'Ukraine, n'est-ce pas, Nicolas, dans laquelle une personne gardée à vue était toxicomane. Donc vous avez là une situation vraiment de marginalisation et de vulnérabilité très claire, personne passée en garde à vue, toxicomane en manque, en situation de manque. Et donc, dans une difficulté personnelle, d'une acuité non contestée. Cette personne signe un document selon lequel elle consent à se dispenser de l'avocat. Elle renonce au droit d'être assistée par un avocat en garde à vue. C'est le caractère cardinal de cette garantie qui constitue l'intervention d'un avocat dans les premières heures de la garde à vue. C'est aussi le fruit de la jurisprudence de la Cour européenne. Donc, la procédure se poursuit sans avocat, avec une personne dont vous imaginez que toxicomane en situation de manque n'est pas la plus à même de se défendre toute seule. Et cette affaire arrive devant notre cour. Et nous condamnons l'Ukraine pour ne pas avoir pris en considération cette situation particulière et avoir recherché s'il y avait un consentement vraiment libre et éclairé, à avoir renoncé au droit d'être assisté par un avocat. Et je terminerai avec des exemples concernant l'univers pénitentiaire, ce qui permettra de passer le relais à Nicolas. Une affaire récente aussi, qui concerne la Lettonie. Vous voyez, l'intérêt de notre cours, c'est que nous avons vraiment des litiges partout en Europe. Et ce que ici certains connaissent certainement très bien, je pense à Dominique, une hiérarchie informelle entre détenus. C'est-à-dire, en réalité, vous le savez très bien, une sorte, à l'intérieur des relations entre personnes détenues, de rapport de force qui conduit à ce que certaines soient au bas de l'échelle, bannies parmi les détenus, donc en situation de marge au carré, si je puis dire, déjà mises à la marge par la détention et mises à la marge par les détenus au sein de la détention. Et donc ça se traduit par des situations d'humiliation,
domination, de souffrance psychologique bien sûr, de devoir faire la vaisselle, être le dernier à se servir, parfois même de violence physique. Et nous avions déjà de la jurisprudence qui concernait par exemple la Russie. Et bien là, nous avons condamné la Lettonie. L'État, qui n'y est pour rien. L'État, c'est pas lui qui avait placé ce détenu dans cette situation-là, pour n'avoir pas pris les mesures permettant d'éviter cela. Autrement dit, le droit fait peser sur l'État une obligation proactive d'aller par la définition de mesures et par, ça peut être juridique ou des mesures concrètes, protéger ceux, y compris dans des rapports inter-individuels, qui sont dans des situations de particulière marginalisation. Et en prison, je terminerai par là, nous avons une jurisprudence qui rappelle toujours que le seul droit dont un détenu est privé, c'est celui d'aller et venir. Et que pour le reste, même si leur exercice doit être adapté aux conditions de la détention, les personnes détenues restent titulaires de tous les droits. Nous avons condamné le Royaume-Uni, dans une affaire très fameuse, qui a posé des problèmes entre le Conseil de l'Europe et le Royaume-Uni, pour la privation absolue du droit de vote pour les détenus. Nous avons aussi condamné d'autres États pour l'interdiction générale, dans certains systèmes juridiques c'était le cas, de se marier quand on est en détention. J'ai pris ces deux exemples-là, parce que vous voyez bien que la situation de, mise à la périphérie de la société, quand on est détenu, on est mis à la périphérie de la société, en étant enfermé, ne doit pas conduire à ce que vous soyez marginalisé dans l'exercice de vos droits civiques et politiques. Vous êtes détenu et vous avez le droit de vote. Ou dans l'exercice de vos droits fondamentaux au titre de la vie privée et familiale, vous êtes détenu, vous avez le droit de tomber amoureux et de vous marier. Voilà des exemples qui vous montrent comment le droit doit venir au secours des situations de mise à l'écart et de marginalisation. J'en dis pas plus parce que j'ai peut-être déjà excédé les 20 minutes. Je vous remercie, je passe tout de suite la parole. Bien. Sa parole et puis on dit ensuite. Merci beaucoup. Merci beaucoup Delphine et merci beaucoup Mathias pour ce discours très éloquent comme toujours. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis vraiment heureux d'être parmi vous à Dieu les filles, la ville de Juste. Et je reviens ici pour la 3e fois consécutive pour rencontrer les gens formidables et pour discuter amicalement des choses qui nous concernent tous. Alors, je suis extrêmement reconnaissant à Vincent Delbos, mon ami et mon ancien collègue en CPT, et aussi à toute l'équipe qui organise le festival. Et je suis également très heureux de venir cette fois en compagnie de Mathias, mon cher collègue et ami, et le président de ma section de la Cour. Alors, aujourd'hui on parle de la marge et comme Mathias vient de le dire de façon si belle, les droits humains sont particulièrement importants pour les personnes marginalisées, pour les personnes qui se trouvent à la marge, pour les personnes qui n'ont pas réussi à trouver la place dans la société ou peut-être qui l'ont perdu. Ce qui est très intéressant à cet égard dans les dimensions juridiques, c'est que les concepts clés sur lesquels repose la protection des droits humains, ce sont les idées d'humanité et de dignité. Et ils sont consacrés par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et je me permets de vous rappeler que cet article se lit comme suit. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Donc cet article 3 de la Convention reste la principale base juridique pour affirmer le droit de personnes privées de liberté à des conditions humaines de détention. Même si, bien sûr, il y a d'autres articles de la Convention qui peuvent également entrer en jeu, comme l'article 8, par exemple. Mais l'article 8, c'est l'article qui garantit le droit à la vie privée et familiale.
ce qui est aussi important pour les personnes privées de liberté. Mais l'article 3 qui interdit la torture et les phénomènes similaires a été clairement conçu par les pères fondateurs de la Convention comme l'une des garanties les plus fondamentales. Alors, il s'agit de la torture. Torture est un mot très très fort. Très très fort. C'est un vrai déclencheur pour toutes et tous, pour tout être humain sensé, je crois. En anglais, on dit parfois the T-word pour éviter de dire torture, parce que c'est très 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 fort. Mais bien sûr, l'article 3 aussi parle des traitements humains ou dégradants, quelque chose qui est très lié et également prohibé, mais il y a bien sûr des aspects différents. Les juristes spécialisés dans les droits humains se souviendront immédiatement de la célèbre affaire interétatique Irlande contre le Royaume-Uni, 1978, dans laquelle les techniques d'interrogatoire appliquées par les services spéciaux britanniques n'ont pas été qualifiées comme torture, même si dans cette affaire la Cour a conclu à une violation de l'article 3. Alors, au cours des premières décennies de son existence, la Cour européenne des droits de l'homme a évité de constater des violations de prohibition de la torture, même des violations de l'article 3 en général. Mais aujourd'hui, la situation est changée complètement. Chaque année, notre Cour, la Cour européenne des droits de l'homme, rend des centaines d'arrêts constatant les violations de l'article 3 en raison des mauvaises conditions matérielles, pas torture, mais conditions matérielles en prison, en détention, en particulier à l'encontre des pays tels que l'Ukraine ou la Roumanie. Et je dois dire que d'autres pays évitent un nombre aussi élevé d'arrêts rendus par notre Cour, non pas nécessairement parce que les conditions sont meilleures, sont bien meilleures. En fait, les affaires ne parviennent pas non plus à Strasbourg parce qu'il existe des voies de recours internes. Le fameux principe de complémentarité que Mathias vient de nous expliquer. C'est-à-dire que l'on peut se plaindre avec succès des mauvaises conditions auprès d'un tribunal national ou d'un autre mécanisme national, ce qui n'est pas le cas pour l'instant en Ukraine et en Roumanie, par exemple. Mais les conditions sont pareillement difficiles ou même très 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 problématiques. Ici, et ça ce que je viens d'expliquer, c'est que la Cour n'est pas toute seule au Conseil de l'Europe. La Cour travaille aussi avec les autres organes du Conseil de l'Europe, comme le CPT, comme le Comité pour la prévention de la torture. Et le CPT est rassemblé du matériel empirique très très riche. Et le CPT l'a analysé. Donc la Cour a contribué avec le CPT à la formulation des normes très spécifiques pour les conditions matérielles dans les prisons et autres lieux de privation de liberté. Mais ici, quand il s'agit des conditions matérielles de détention, c'est crucial de trouver quelque chose d'objectif. Parce qu'il y a beaucoup de critères qui peuvent être comprises dans plusieurs sens. Et il nous faut quelque chose d'objectif, quelque chose comme la base des calculs. Et en fait, le critère a été choisi par le CPT et par la Cour, et c'est l'espace vital. C'est l'espace vital dans la cellule, en fait, c'est les mètres carrés. Donc il s'agit de nombre de mètres carrés par personne. Et ça, on base
notre décision si les conditions sont inhumaines ou pas, ou non, principalement sur le mètre carré. Mais bien sûr, pas seulement sur le mètre carré. Et ça, c'est aussi très important. Alors, et tout cela, en vertu de l'article 3 de la Convention, encore, c'est-à-dire l'interdiction de la torture et des traitements, des mauvais traitements. Mais comment en est-on arrivé là? Alors, l'évolution de l'approche de la Cour pourrait être mieux tracée à l'aide de l'arrêt de la Grande Chambre dans l'affaire Coudois contre Pologne, rendu en 2000. Je peux permettre de rapidement passer en revue avec vous juste la partie pertinente de l'affaire parce qu'on peut voir très clairement la ligne d'argumentation. Premièrement, tout d'abord, la Cour commence par redire que l'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements aux peines inhumains ou dégradants, quelles que soient les circonstances et les agissements de la victime. Deuxièmement, la Cour note que pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. Et l'appréciation de ce minimum est relative, par essence. Elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte de traitement, de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que parfois du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime. Ensuite, la Cour dit que les mesures privatives de liberté s'accompagnent ordinairement des souffrances et humiliations. Toutefois, on ne saurait considérer qu'un placement en détention provisoire pose en soi un problème sur le terrain de l'article 3 de la Convention. Mais, néanmoins, selon la Cour, l'article 3 de la Convention impose à l'État de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine. Que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable des souffrances inhérentes à la détention. Et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis. Alors, c'était la base pour l'évolution de notre jurisprudence. Encore, je souligne que la Cour et le CPT agissent ensemble ici. Le tournant de la clarification des normes européennes applicables en la matière s'est produit en 2016 avec l'arrêt de la Grande Chambre dans l'affaire Muršić contre Croatie. Et ce qui est très intéressant pour moi personnellement, en novembre 2015, conscient du fait que l'affaire avait été acceptée par la Grande Chambre de la Cour, le CPT, qui je présidais à l'époque, a décidé de clarifier son approche des questions relatives aux conditions de détention, en particulier l'espace vital et les facteurs connexes. On a décidé d'annoncer clairement notre position et les normes en matière d'espace vital minimum à octroyer à chaque détenu. Et on a publié un document intitulé « Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires, normes du CPT ». Et là-bas, on a expliqué qu'en fait, dans les années 1990, on a élaboré une norme de type de règles de base pour l'espace vital, c'est-à-dire 4 mètres carrés par détenu dans une cellule collective, à l'exclusion de l'espace réservé aux installations sanitaires. Mais que c'est une norme minimale et qui a donc décidé de promouvoir des normes souhaitables concernant les cellules collectives destinées à 4 détenus au maximum et en jouant aux 6 mètres carrés
minimum d'espèces vitales pour une cellule individuelle, 4 mètres carrés par détenu supplémentaire. Alors, et pour la Cour, c'était un vrai défi de traduire ça pour décider sur les questions de violation ou non-violation de l'article 3 en espèces. Et c'était vraiment quelque chose de difficile. Et dans l'arrêt Muršić, j'ai, juste pour résumer ce que la Cour a dit, c'était que l'appréciation qui fait la Cour de la compatibilité de l'article 3 des conditions de détention ne peut se réduire à un calcul du nombre de mètres carrés alloués aux détenus. Pareille approche ne tiendra pas compte du fait qu'en pratique, seul un examen de l'ensemble des conditions de détention permet d'appréhender précisément la réalité quotidienne des détenus. Néanmoins, lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 mètres carrés, le manque d'espace personnel est considéré comme étant à ces points graves qu'il donne lieu à une forte présomption des violations de l'article 3. Et ici, la charge de la preuve, c'est, bien sûr, c'est un concept très juridique, pèse sur le gouvernement défendeur qui peut réfuter la présomption en démontrant la présence d'éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate. Et je peux vous dire, c'est presque impossible de faire. Presque impossible. Et quand il s'agit d'une situation de détenu qui dispose dans la cellule d'un espace personnel compris entre 3 et 4 mètres carrés, encore moins que le CPT recommande, le facteur spatial demeure un élément des points dans l'appréciation que fait la Cour du caractère adéquat ou non des conditions de détention. Et ici, la Cour conclura la violation de l'article 3 si le manque d'espace s'accompagne d'autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment dans le défaut d'accès à la cour des promenades ou l'air ou la lumière naturelle, d'une mauvaise aération, d'une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d'une absence d'intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires ou hygiéniques. Alors, ça, pour moi, c'est une approche réaliste et c'est une approche qui montre la différence entre la Cour et le CPT, bien sûr, parce que la tâche de la Cour, c'est de se prononcer sur la question des violations ou non de l'article 3. Et c'est une question très, très grave. Pour le CPT, c'est plutôt d'éviter le risque de violation. Et pour moi, ces deux approches sont tout à fait compatibles. Alors, peut-on dès lors affirmer que la Cour, avec l'aide du CPT, a formulé de nouveaux droits pour les personnes marginalisées en raison de leur privation de liberté? Bon, je crois que oui. Mais il y a une question qui est beaucoup plus difficile. Les États européens font-ils assez pour prévenir les violations de l'article 3, qui est l'une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques? Malheureusement, comme le montre la jurisprudence de la Cour et les rapports du CPT, pas du tout. Et peut-être cela signifie que l'attitude à l'égard des conditions de détention en tant que question fondamentale des droits de l'homme n'est pas sincère, même n'est pas honnête sur notre continent. Donc, je vous invite à répondre à cette question vous-même et j'attends avec impatience notre discussion. Merci beaucoup pour votre question. Merci. Alors, je vois une main se lever. 2, 3. Ah voilà, le micro. On m'entend? Là? On m'entend? Pas encore. Ah, c'est bon. Oui, je me demandais si les décisions de la Cour sont exécutoires et s'imposent aux États,
comment ça se fait que, par exemple, pour prendre que l'exemple des prisons, il reste autant de manquements incessants, systématiques, quasiment au plus élémentaire des droits? Voilà, merci. Il faut distinguer entre le cas concret dont la Cour est saisie et la solution qu'elle rend en cas de constat de violation. La responsabilité de l'État est engagée et il doit remédier à la situation particulière, c'est-à-dire soit replacer le requérant dans la situation dans laquelle il aurait été s'il n'avait pas eu d'atteinte à ses droits fondamentaux, soit nous obtenons ce que nous appelons une satisfaction équitable. C'est quand c'est pas possible de faire, en latin on appelle ça la restitutio in integrum, on replace dans la situation ex ante la violation ou la répare complètement, on va condamner l'État à verser une certaine somme d'argent pour indemniser le dommage matériel ou le dommage moral, ou les deux. Ça, c'est la première chose. Et là, ça peut se traduire par des obligations de faire ou de ne pas faire. Par exemple, quelqu'un est en prison et nous considérons fait une atteinte excessive à l'article 10, liberté d'expression, et il doit être mis fin à sa détention. Normalement, l'État doit libérer la personne. Pour la deuxième question que vous posez, c'est l'impact macro d'une décision micro. Donc micro, ça veut dire individuel, on a un litige concret, on le résout, mais ça a un impact parce que la violation est structurelle. Donc effectivement, quand on parle, comme Nicolas vient de le faire très éloquemment, des exigences que notre jurisprudence a attachées au respect de l'article 3 en ce qui concerne les conditions de détention, et par exemple la question de la surpopulation carcérale, qui rétroagit directement sur l'espace de vie de chaque détenu. On voit bien que quand on dit dans une affaire, là, dans tel établissement pénitentiaire, pour 15 requérants qui nous ont saisis, il y a des conditions de détention indignes, il y a des mesures générales qui peuvent être prises et qui vont notamment devoir essayer en tout cas d'éviter d'exposer les autres personnes à pareil traitement. La France a été condamnée le 30 janvier 2000 dans une série d'affaires, une soixantaine d'affaires, dans un arrêt JMP contre France, pour notamment atteinte à l'article 3 compte tenu des conditions de détention indignes liées à la surpopulation carcérale. Comme Nicolas l'a rappelé, l'exécution de cet arrêt est entre les mains du comité des ministres, c'est-à-dire c'est pas la Cour qui a l'impérium, comme on dit pour parler encore latin, c'est-à-dire qui doit veiller à l'exécution de ses propres arrêts, c'est l'organe politique du Conseil, du comité des ministres. Et pour cela, il y a un service de l'exécution des arrêts attaché au Conseil de l'Europe qui l'aide. La France est toujours sous surveillance, soutenue d'ailleurs, pour l'exécution de cet arrêt. Régulièrement, en comité des ministres, il est examiné la situation des prisons en France à l'aune de ce qui a été jugé dans cet arrêt JMP, et la Cour a dit, c'était avant que Nicolas et moi nous arrivions à la Cour, nous n'avons pas participé à cette affaire, mais cette affaire tout à fait en cohérence avec notre jurisprudence. Il a été dit qu'il fallait que la France prenne des mesures générales permettant de remédier à la surpopulation carcérale. Pour cela, en fait, il y a deux manières de faire. On régule les mises sous écoute, donc on met moins de gens en prison, ou on construit plus de prisons. On n'a pas trouvé d'autres solutions, je pense que sinon on le saurait. Et comme vous le savez, malheureusement, la population carcérale en France n'a pas diminué depuis 2020, elle a même augmenté. Donc, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que, quels que soient les efforts faits par la France qui s'efforce généralement d'exécuter bien nos arrêts, ça ne peut pas être immédiat quand c'est de l'ordre structurel. On peut immédiatement remédier à une situation individuelle, mais dès qu'on est au niveau général, ça prend du temps. Et notamment là, on est en matière de politique publique, ça prend beaucoup de politique publique, à la fois de gestion du parc carcéral, politique publique en matière d'orientation de la politique pénale. Donc ça prend beaucoup de temps. Tout le monde souhaiterait que la solution ait été remédiée plus vite. Mais il faut garder l'espoir que les choses vont progresser. On ne peut pas vous dire mieux que les services qui sont compétents, rattachés au comité des ministres, veillent à cette question-là. Une exécution peut prendre des années. J'ai parlé de l'affaire Hearst contre le Royaume-Uni. Pendant des années,
le Royaume-Uni a refusé de changer sa loi pour abolir, si je puis dire, l'interdiction générale et absolue du droit de vote des détenus. Ça a mis des années. À la fin, le Royaume-Uni a exécuté. Donc, mieux vaut tard que jamais. Ce que je crois en matière de droits humains, c'est que tant qu'on est dans une perspective dynamique, que les États jouent le jeu et s'efforcent d'exécuter, il ne faut jamais renoncer. J'espère que j'ai répondu à votre question, mais peut-être tu veux ajouter quelque chose, Nicolas. Oui, non, absolument, tu as répondu, je crois, mais juste peut-être un aspect additionnel. En fait, sur le sujet de conditions de détention en particulier, la Cour a déjà prononcé un bon nombre des arrêts pilotes sur ces sujets contre plusieurs pays, comme, pas la France, mais l'Italie par exemple, la Bulgarie, l'Ukraine, la Pologne et je crois 4 ou 5 pays en plus. Donc, c'est exactement pour la raison que Mathias vient d'expliquer, ce que, bien sûr, il y a une requête individuelle, mais aussi un problème systématique. Donc, et pour ça, et ça aide, on a témoigné avec le CPT, avec la Cour, on a témoigné le vrai progrès après un tel arrêt pilote, par exemple en Italie ou en Bulgarie. Donc ça marche en général, mais quand même c'est l'un des sujets les plus durs. Merci. Donc il y a aussi l'effet comparé aussi de la force du symbole, et puis c'était une question que je voulais vous poser, quelle est la part de la comparaison des marges à la Cour, et comment est-ce que vous vous efforcez de prendre en compte les situations nationales pour les comparer, et comment ces droits nationaux vont vers une internationalisation finalement du droit, une universalisation des droits fondamentaux. Est-ce que vous prenez ce temps-là et je donne ensuite la parole à oui. Alors, je réponds à cette question c'est une autre notion, on en avait parlé avec Vincent et Nicolas, de la notion de marge, au sens de marge de manœuvre, ou marge d'autonomie. Alors on ne l'a pas traité, c'est bien de la traiter. Nous, effectivement, dans notre système, nous avons ce que nous appelons la règle du non-double standard. C'est-à-dire que parce que les droits sont les mêmes partout en Europe, parce qu'ils sont attachés à la même essence de la personne humaine, nous n'avons pas une application de la Convention à la carte géographique. Ce qui est jugé pour la France vaut pour l'Ukraine, pour la Roumanie, l'Islande, la Turquie. Et nous cherchons donc des dénominateurs communs. Nous définissons des standards qui sont des garanties minimales, partout appliquées de la même manière, des droits humains. Et pour cela, nous avons, toujours sur le fondement de la subsidiarité, l'idée d'une certaine marge d'appréciation qui peut être laissée aux États dans certains cas, pour respecter l'objectif qui est, en réalité, ne pas porter atteinte aux droits humains des personnes individuelles. Et ça, pour cela, effectivement, on va tenir compte de ce qui se passe dans les 46 systèmes. Nous faisons beaucoup d'études de droit comparé, nous avons des outils, nous avons un réseau des cours supérieurs, plus de 100 juridictions de tous les États qui contribuent en nous donnant des éléments justement juridiques, judiciaires, de jurisprudence, et nous nous efforçons de nous fonder sur ces matériaux qui documentent notre interprétation de la Convention. Et par exemple, nous avons ce qu'on appelle la technique du consensus, qui est utilisée dans notre Convention, quand il s'agit d'une question nouvelle, parce que notre Convention a été écrite en 1950, mais nous l'interprétons de manière actualisée, ce qu'on appelle la théorie de l'instrument vivant. Il faut faire vivre la Convention ici et maintenant. Et un des outils qui nous aide pour l'interprétation dynamique de la Convention, c'est l'existence ou non du consensus en Europe. Je vais vous donner un exemple très intéressant. Je n'avais pas parlé de ce contentieux-là à dessein parce que je pensais qu'une question pourrait nous y conduire. La question de l'identité de genre. Nous l'avons rangée dans une affaire française récente, Y contre France, comme composant de l'identité personnelle protégée au titre de la vie privée par l'article 8 de la Convention. Vous voyez, l'interprétation dynamique, maintenant, l'identité de genre est protégée.
Cette requête, c'était celle, nous avons demandé à la personne comment il fallait l'appeler, il nous a dit Monsieur Y, parce que c'était une personne biologiquement intersexuée, mais à laquelle le genre masculin avait été attribué. Donc il dit, tant que je n'ai pas obtenu du changement de genre, vous m'appelez comme à mon état civil. Parce que l'objet du litige, c'était le refus des autorités françaises de changer son état civil. Il demandait un tiers-genre. Il était biologiquement intersexué, personne ne le contestait. Et il ne voulait plus être du genre masculin. Il demandait le genre neutre ou tiers-genre. Et la Cour a rejeté sa requête. Parce que nous avons fait une recherche de droit comparé, nous avons vu qu'en Europe, il n'y avait pas de consensus, c'est-à-dire de réponse majoritairement allant dans le même sens, pour traiter cette question juridiquement parlant. Donc nous avons dit ça, c'est à marge d'appréciation des États. Ce n'est pas à notre cours de prendre la place du législateur dans un débat démocratique pour régler ce genre de situation. Mais en faisant ça, nous avons quand même dit, parce que nous étions très sensibles, c'est notre rôle de protecteur des droits humains, nous avons dit deux choses. Une en droit, je l'ai rappelé. On a fait progresser le niveau de la protection en rangeant l'identité de genre sous le chapeau de l'article 8, si je peux dire. Et puis, dans cette affaire, on a dit il y a une souffrance. On a reconnu la souffrance de la personne requérante. Il y a une souffrance qui est de la discordance entre la réalité biologique de la personne et l'identité juridique. Et on a dit c'est à l'État de remédier à cette souffrance-là. Mais ce n'est pas à nous de dire comment. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu. Oui. Juste deux mots à ajouter. Ça, c'est parfaitement correct. Mais pour l'article 3, ça ne marche pas. Parce qu'une fois l'article 3 s'applique, une fois il y a une ingérence, l'article 3 est violé. Il n'y a pas de marge d'appréciation. C'est un droit absolu. C'est un droit absolu. Et ça concerne aussi les conditions de détention. Donc il n'y a pas de marge là-bas. Merci. De dire la marge ne vaut pas pour les droits indérogeables, les droits absolus. Il y a une question. Merci beaucoup. Je réagis par rapport à l'introduction de votre présentation qui m'a rappelé un peu mes cours de criminologie et le principe formel, le principe de l'égalité formelle du droit, qui est absurde parce qu'il y a une phrase, je pense que c'est Tocqueville, qui dit « Le droit ou la loi interdit aux pauvres comme aux riches de dormir sous les ponts ». Et donc du coup, on a un autre principe, celui de l'individualisation de la peine, qui s'est mis en place et qui consiste à essayer de prendre en compte le profil de l'individu. Mais là aussi, on voit que les systèmes ont du mal à mettre en œuvre ce principe. Il y a ce que Foucault appelle une gestion différentielle des illégalismes. On va retrouver, on en a parlé, en prison plutôt les personnes d'un profil marginalisé et les blancs qui ne s'y retrouveront pas. Du coup, la question c'est comment est-ce qu'on pourrait sortir de ce dilemme-là? Est-ce qu'on peut sortir de ce dilemme en restant à l'intérieur des frontières du droit? Par exemple, en proposant, et je reprends l'exemple que vous avez donné des personnes en situation de précarité qui, à défaut de pouvoir payer l'amende, se sont retrouvées en prison. Est-ce que, par exemple, le principe du jour amende pourrait être une solution? Ou alors on essaye de sortir du droit, de mettre le droit à l'amende ou à la marge. Et la question que je me pose, parce que c'est en Belgique, il y a eu récemment 250 municipalités équivalentes qui ont adopté un règlement qui pénalisait la mendicité. La question est-ce que la Cour pourrait par exemple pousser pour que la peine de prison par exemple ne soit plus une option quand on punit les gens par rapport à ce qu'ils sont, quand c'est des situations par exemple de précarité, pour que cette option même en fait de la peine de prison ne soit même plus une option. Peut-être ça, une question sur comment mettre la prison à la marge peut-être. La prison en prison. C'est une belle question. La Cour n'a pas ce pouvoir parce qu'elle n'a pas la légitimité d'imposer un modèle aux 46 États. C'est pas notre rôle, c'est pas celui que ceux qui ont créé le système en 1949 et 50 c'est pas le rôle qu'ils nous ont confié. Donc nous ne pouvons pas dire de manière aussi catégorique et donc comme c'est le double standard aussi généralisé, jamais de peine de privative de liberté pour tel type de comportement.
On peut pas aller, c'est pas notre rôle. Hein. Nous ne sommes pas un droit comme le droit de l'Union européenne qui saisit certains domaines et les encadre de façon uniforme. En revanche, cas par cas, nous pouvons très clairement envoyer des signaux qu'il y a eu là un seuil franchi qui n'est pas compatible avec les exigences de la Convention. Quand dans l'Acatus contre Suisse on dit que vous ne pouvez pas, ici c'est une atteinte excessive à l'article 8, et en plus, comme le rappelle ce droit absolu, l'a rappelé Nicolas, de l'article 3 a été méconnu, le message est clair. Je vais vous donner juste un autre exemple, il est assez intéressant, il va dans le même sens. Nous avons eu l'autre jour une affaire française concernant une fémène qui avait été condamnée à une peine de prison pour exhibition sexuelle à la suite d'une performance dans l'église de la Madeleine. Elle était seins nus, elle avait mimé l'avortement du Christ avec un foie de bœuf devant l'autel. Et elle avait été... Et alors, ça n'avait pas fait rire le curé. Et donc, il avait porté plainte. Et cette dame a été condamnée pour exhibition sexuelle, parce qu'il n'y a pas de délit de blasphème en France, heureusement, mais parce qu'elle était seins nus. À une peine privative de liberté. Je ne vous fais pas tout le détail du raisonnement de la Cour, nous avons conclu une violation de l'article 10 qui protège la liberté d'expression, compte tenu de la peine privative de liberté. Et d'une certaine manière, nous avons, si je résume, on en parlait hier avec Nicolas, une jurisprudence qui à chaque fois, mais c'est du cas par cas, exclut la peine privative de liberté pour des mots, sauf si on est face à un appel au meurtre nominatif, évidemment. Hein. Donc, vous voyez, on peut pas, c'est pas notre rôle, c'est pas souhaitable, on n'a pas la légitimité, on n'est pas boutiqué pour cela, parce qu'on fait toujours des affaires concrètes, des litiges individuels, et quand même, collection d'arrêt après arrêt, on voit bien qu'il y a des lignes de force qui se définissent, hein, qui se dessinent. Peut-être tu veux ajouter quelque chose, Nicolas? Non, tu es d'accord avec ce que j'ai dit? Tout à fait. Tout à fait. Tu es souvent d'accord? Pas toujours, parce que c'est ça la richesse des juridictions, c'est le débat. La collégialité des débats délibératifs, c'est aussi entre nous, vous savez, je dis souvent pour expliquer le rôle du juge. Le délibéré internalise par la confrontation des points de vue et la recherche du juste équilibre le besoin de rééquilibrer ce qui a été brisé dans l'ordre social. C'est pour ça que le processus délibératif est ce qu'on a trouvé de mieux dans un état de droit pour subsumer par la justice des rapports de violence ou de déséquilibre. Dommage qu'il reste secret, mon petit bébé. Il y a une question. Bonjour, déjà je vous remercie pour vos interventions qui étaient particulièrement intéressantes et qui pour ma part résonnent avec ce qui m'occupe un peu journalièrement dans mon activité professionnelle. Je travaille à Prison Insider et on développe un indice, le Prison Life Index, qui vise à évaluer le respect des droits fondamentaux en détention à l'échelle internationale. Donc en se basant sur à peu près une trentaine de normes internationales plus une soixantaine de sources additionnelles. Et c'est intéressant parce que tout ce que vous soulevez dans l'ambiguïté d'avoir des normes qui sont clairement établies et qui définissent quelque chose qui ne peut pas, pour pas qu'il y ait de double standard, et en même temps la mise en pratique de ces normes dans des contextes très différents, on est obligé du coup, enfin obligé, c'est aussi ce qui est peut-être la meilleure solution, de faire confiance et de se fier à l'expertise des gens qui travaillent directement dans ces milieux carcéraux-là. Et c'est vrai que à multiples reprises, les personnes avec lesquelles on travaille, à qui on demande d'évaluer le respect ou non des droits fondamentaux des personnes détenues, nous disent soit la norme ne prend pas en compte ce que je pense qui devrait être pris en compte, c'est-à-dire soit dans un sens positif, moi il y a telle pratique ou telle pratique que je pense bien et qui devrait être établie dans les normes et qui allège la souffrance des détenus, ou en tout cas vont dans le sens de leurs droits et qui ne sont pas du tout établis dans les normes, ou à l'inverse, il y a des normes qui sont pas forcément adapté au contexte culturel, ou par exemple, bon alors moi je pense à l'échelle internationale, donc c'est aussi beaucoup plus vaste, mais par exemple au Chili, pendant la période du Covid, il y a eu dans l'informalité la distribution de portables pour pouvoir contacter les proches, c'est quelque chose qui n'est pas établi dans les normes, mais qui pourtant a été un énorme moteur à ce moment-là, ou à l'inverse, l'encellulement individuel qui peut être recommandé, pareil au Chili, pour des communautés mapuche, etc., ce serait une violence inouïe, alors que dans d'autres contextes, c'est ça qui pourrait permettre d'avoir des droits fondamentaux en fonction du contexte culturel. Et du coup, je trouve que c'est intéressant cette notion d'équilibre un petit peu difficile à trouver entre des normes qui doivent être établies et qui sont un socle très très précieux, et en même temps l'appréciation pays par les gens qui connaissent le mieux la situation carcérale, de dire cette norme-là,
il faut la comprendre d'une certaine manière. Et c'est un exercice qui est très difficile. Et voilà, je trouve que c'est intéressant que vous soulevez ce point-là et la marge face à la normalité et à la pratique. Et ce qui peut, parce que des fois, la pratique, en ne respectant pas forcément les normes, peut aller dans le sens des droits. Et à l'inverse, de manière assez majoritaire, quand il n'y a pas de normes, la pratique est plutôt défavorable aux droits des personnes détenues. Donc voilà, nous aussi, on espère à travers le président de la FINEX pouvoir soulever cette subtilité en fonction des pays et aussi aller dans le sens d'une défense plus active des droits des personnes détenues en fonction de leurs conditions de détention. Je me permets de réagir parce que merci beaucoup de votre témoignage et de votre retour d'expérience, parce qu'on prend des chemins complètement différents mais qui mènent au même constat et je pense qu'ils servent les mêmes valeurs. Donc merci beaucoup. Je voulais vous dire, il y a quelque chose, quand on est le juge européen des droits de l'homme, on a une position particulière, parce qu'on n'applique pas la norme, comme le juge interne, je l'étais, Delphine, qui applique la norme. Nous, on juge la mise en œuvre de la norme. Donc on est dans une situation très particulière, et qui nous donne à voir parfois, ce matin on parlait du rapport marge et normes, des situations où l'application de la norme va à rebours de l'objectif qu'elle poursuit. On a dans notre jurisprudence, c'est un tout autre domaine, c'est en matière procédurale, un courant qui prohibe le formalisme excessif. Quand la règle de procédure est appliquée de telle manière tellement formelle qu'elle se retourne contre l'objectif qu'elle poursuit. Et c'est compliqué comme exercice, mais parfois pas compris par les gens qui ont édicté la règle et qui l'ont mise en œuvre, que nous, d'une certaine manière, on jauge l'efficacité de sa mise en œuvre à l'aune de l'objectif qu'elle poursuit, étant donné que cet objectif doit être compatible avec le respect des droits humains. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Juste peut-être deux mots en plus, simplement pour dire que chaque article de la Convention européenne des droits de l'homme est basé sur certaines valeurs. Il y a des valeurs, il y a des idées protégées par ces articles. Et en fait, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs situations difficiles, comme Mathias vient de le dire, on juge le mise en œuvre de droit. Et à chaque fois, quand l'État s'engage de trouver une solution, une bonne solution dans les circonstances, avec bonne foi, avec considération de la situation individuelle. Donc on ne va pas conclure en violation de conventions, on ne sont pas formalistes. Mais on ne tolère pas le formalisme excessif par les États, comme Mathias vient de dire. Merci. Merci. Alors, merci pour vos exposés. Moi, j'ai été très surpris par le début de votre exposé sur l'articulation du droit et des valeurs et de sa dimension sociologique et politique. Et vous avez affirmé, en citant Mireille Delmas-Marty, une impossibilité de théoriser complètement le droit. Par le fait que si c'était le cas, on arriverait à une dictature qui serait celle du droit en quelque sorte. Et du coup, je suis quand même très, en tant que justiciable, je suis vraiment, pour moi j'ai l'impression que ça rejoint le discours néolibéralisme qui dit il ne faut pas de régulation, c'est attentatoire à notre liberté d'être toujours plus riche. Et donc voilà, je voudrais savoir au-delà de l'argument d'autorité d'une personne aussi importante que Mireille Delmas-Marty, je voudrais savoir quels sont les fondements scientifiques pour affirmer comme ça une nécessité d'opacité dans le fondement du droit et l'impossibilité de réaliser la théorie du droit pur, concept de Hans Kelsen, donc qui faisait la différence entre la théorie pure du droit, qui est la connaissance exacte du droit injuste, et une théorie du droit pur, qui serait cet idéal réalisé de la théorie du droit. Pierre. Oui, merci beaucoup pour votre question. Alors, ça me permet peut-être que je n'ai pas été clair, mais je vais essayer de l'être davantage. Je me suis réclamé de Mireille Delmas-Marty, je crois que Delphine pourra dire un mot parce qu'elle s'en réclame volontiers aussi. Mais je peux aussi assumer personnellement, sans me référer à cette grande personne du droit et des valeurs, ce que j'ai dit.
Mais je n'ai jamais parlé de l'opacité des fondements du droit. Jamais. Jamais. J'ai essayé d'être même transparent en disant le droit se fonde sur des valeurs. Ces valeurs ont un fondement elles-mêmes moral ou politique, et il faut en discuter. Donc il n'y a pas du tout d'opacité. De quoi ai-je parlé? J'ai parlé de l'indétermination du droit, de la nécessité qu'il subsiste dans notre vie sociale des interstices non régis par la règle de droit, et je réaffirme cela, et c'est au juge aussi d'être capable d'intégrer ces marges ajuridiques qui font aussi, à travers le flou du droit, la vie de la société, le fait que rien ne soit complètement prévisible, rien ne soit totalement fixé pour toujours. Et puis, je terminerai parce que vous avez parlé de Kelsen. Alors, on ne va pas faire un cours sur la théorie pure du droit, mais on parlait l'autre jour dans le train d'un très joli livre de Kelsen qui s'appelle « Qu'est-ce que la justice ?» Le bonheur social, ça n'a rien à voir avec la théorie pure du droit. Oui, juste ajouter que Mireille Delmas-Marty disait il faut stabiliser, en parlant du droit, elle disait que son rôle était de stabiliser sans immobiliser. Ça veut dire que le droit, la norme, elle doit pouvoir évoluer. Et c'est de ça, je crois, qu'on parlait. Et tu disais tout à l'heure, on ne peut pas mettre... La justice ne peut pas se saisir de tout. C'est vrai, mais peut-être qu'il y a aussi une place entre une justice institutionnelle et peut-être une justice qui se débarrasserait de la norme, en tout cas qui s'en libérerait. Une justice qui serait un peu en miroir de cette justice institutionnelle, peut-être une justice qu'on pourrait appeler marginale quelque part, qui serait, de même qu'il y a un extérieur et un intérieur de la prison, si on prend la justice comme édifice, eh bien peut-être commencer à penser ce que peut être cette justice en dehors de l'institution, comment elle peut se construire, parce qu'elle existe. Elle s'appelle... On l'appelle justice alternative, justice réparatrice, mais c'est aussi une justice qui se fait en dehors de l'institution. Alors c'est quelque chose, il me semble qu'il y a une place pour une justice marginale, une alternative. Voilà ce que je pourrais dire. Oui, donc merci pour cette réponse, mais en fait, je voudrais rebondir sur l'intervention de ce monsieur, parce que j'ai toujours pas vraiment compris ce que vous avez dit. Alors, j'aimerais avoir un exemple concret de ces zones qui échappent quasiment au domaine du droit et que ça irait dans le sens de la liberté, dans la mesure où ça éviterait le totalitarisme. Alors, je prends un exemple, par exemple, de zone qui est censée pour certaines personnes échapper au domaine du droit. C'est par exemple l'interprétation qu'ont pu faire certaines personnes de la main invisible d'Adam Smith, la loi du marché, la liberté, c'est une loi divine, l'État n'a pas à intervenir, le droit n'a pas à intervenir, c'est une instance supérieure, le droit régit toute autre chose. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous donniez des exemples précis. Je vais vous donner un exemple précis. Je suis frappé que vous réagissiez toujours par rapport au marché et à l'économie qui n'était pas du tout à l'horizon des réflexions que nous avons. Et je sais bien qu'en droit du travail, on dit c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. Je connais ça et je pense que personne ici ne pense qu'il faille revenir sur ces fondamentaux. Souvent, le droit, et je l'ai dit, subsumant les rapports de force, protège justement ceux qui, dans la jungle des rapports non régulés, seraient absolument soumis à la brutalité ou à la domination. Mais quand même, je vais vous donner un exemple. Vous voulez un exemple concret? Je vais vous parler de la liberté artistique. Je pense, c'est pas sans limite, parce qu'il y a des limites pour lesquelles il y a un retour du droit, que si on met du droit dans la création de l'artiste, on se plante complètement sur ce qu'est la vie. Et c'est pas ici, dans un festival interdisciplinaire, où on bascule du débat juridique à l'échange philosophique, à la performance artistique, que vous n'allez pas comprendre ce que je veux vous dire. Qu'est-ce que viendrait foutre la règle de droit dans la création de l'artiste? Mireille Delmas-Marty a parlé des forces imaginantes du droit. Le droit doit pouvoir s'inspirer aussi de la créativité de l'artiste. Alors c'est pas complètement sans limite, parce qu'on est dans un état de droit. Et si l'œuvre d'art, à un moment, devient le véhicule d'un discours de haine, par exemple, de rejet, là on est rattrapé par le droit.
Mais voilà, je ne trouve pas, parce que je crois que je suis fidèle d'ailleurs à l'esprit de Guérin Sarti, meilleur exemple d'un domaine social pur, car l'art est fait pour rapprocher les gens. L'art est, j'adore cette phrase d'un sculpteur strasbourgeois qui dit l'art est ce qui rend la vie plus belle que l'art. J'adore cette phrase. Et c'est vrai que l'art rend notre vie plus belle que l'art. Mettre de la règle juridique dans l'art, si vous avez la réponse sans m'inquiéter, je suis curieux de poursuivre l'échange. J'espère que j'ai répondu avec beaucoup de sincérité à votre question, qui est passionnante, hein, parce qu'effectivement, je comprends que ça puisse vous étonner qu'un juge vienne vous dire qu'il ne faut pas mettre du droit partout. Mais il ne faut surtout pas mettre du droit partout. Si on met du droit partout, c'est la mort de ce que la vie peut produire dans ce qu'elle a de plus imprévisible, parfois de plus magique. Hein, le droit doit venir pour éviter ou réparer ce que la vie peut aussi produire de plus épouvantable. Merci pour vos propos. Responsable associatif local sur Diolfi d'une association d'accueil et d'accompagnement de personnes exilées. Donc, on est dans la marge quotidiennement pour une très très grande partie de notre temps. Vos interventions en fait renforcent une forme d'ambivalence qu'on peut avoir par rapport à votre institution ou à vos institutions. Ambivalence, d'un côté positif, c'est que clairement notre travail au quotidien, notre engagement est sous-tendu par votre travail et puis le périmètre de votre institution, mais aussi génératrice de frustration, parce que sur la question de la temporalité entre l'urgence sur laquelle on travaille et puis les prises de décision et l'incidence des décisions que vous prenez. Donc, la question pour nous est de savoir comment accélérer ou réduire cette temporalité. Et donc là, est-ce que on peut imaginer à terme une forme d'action collective, ce qui fait que on ne traite pas au cas par cas, mais on traite un ensemble de cas qui sont extrêmement proches et qui peuvent être portés par des associations ou des institutions. Donc ça, c'est la première question. Et puis, une question qui est plus d'actualité, quand on voit donc, les résultats des élections européennes, donc on peut imaginer que dans un avenir plus ou moins proche, l'extrême droite prenne une place de plus importante dans notre vie politique. Donc, quel impact sur une institution comme la vôtre à moyen terme? Oui. Ok, merci beaucoup. Si j'ai compris bien la question, en fait, les Cour européenne des droits de l'homme est souvent critiquée par sa lenteur, en fait, parce que parfois on prend quelques ans ou plus pour trouver une solution dans une affaire, et aussi la Cour est inondée par les requêtes qui viennent de 46, même 47 pays. Donc maintenant on a, je crois, qu'on a presque 70 000, 65 000, donc affaire qui n'est pas encore résolue par notre cour. Donc on fait tout ce qui c'est possible d'accélérer. Mais en fait, ça génère beaucoup de frustration de gens à propos, parce qu'il y a beaucoup de requêtes qui ont rejeté par le juge unique, par exemple, sans beaucoup d'explications. Et ça, c'est extrêmement décevant, ça je comprends. Mais on ne peut pas faire d'autre chose, parce que, en fait, si on ne voit pas que la requête mérite le traitement long et détaillé, donc il faut le rejeter tout de suite. Donc ça c'est un vrai défi pour la Cour. Mais la solution, c'est le principe de subsidiarité, ce que Mathias a expliqué aujourd'hui, parce que ça serait idéal si toutes ces affaires sont résolues dans un niveau national. Mais pour notre cours, ce sera beaucoup mieux d'intervenir dans des cas vraiment, vraiment exceptionnels. Mais pour l'instant, bien sûr,
chacune et chacun a le droit de s'adresser à notre cours, donc il faut qu'il nous réponde, et ça prend du temps, malheureusement. Oui, moi je voulais poser une question de compréhension du droit européen. Quelles mesures de coercition existent en cas de non-application du jugement de la Cour, d'autant que c'est au Conseil des ministres européens d'exécuter les décisions. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. En fait, tous les États membres du Conseil de l'Europe, tous les États partis de la Convention pour la protection des droits de l'homme, ont ratifié la Convention volontairement. Donc, ils s'obligeaient de exécuter nos arrêts. Il n'y a pas de coercition, pas du tout. C'est un club tout à fait volontaire parce qu'il s'agit d'une famille européenne. Donc, si on se sent comme membre de famille, il faut se comporter adéquatement. Sinon, malheureusement, il n'y a pas de place pour un tel pays dans la famille européenne. Et c'est tout simple. Il n'y a pas de coercition. C'est un niveau plus avancé que coercition. Et c'est pourquoi aussi, je crois que c'est cette discussion très amusante pour ce qui concerne les pénétrations des droits dans les relations privées. En fait, c'est quelque chose que normalement, je discutais ça comme professeur de droit avec mes étudiants pour de première année. Parce que c'est vraiment crucial. Le droit, si le droit intervient, il s'agit de l'État, il s'agit de coercition. Et il n'y a pas de place pour coercition, il n'y a pas de place pour l'État dans beaucoup de sphères de notre vie privée. C'est tout à fait normal. Merci. Alors, il reste deux questions. Et puis, trois. Non, deux. Bernard Luton aussi. Donc il reste deux questions. Il faut qu'il y ait un peu de frustration. Je vous expliquerai comment on règle cette frustration après. Mais on va s'appeler la frustration et le droit. Ça n'a rien à voir. C'est l'année prochaine. Le thème sera la frustration. J'avais une question, vous avez parlé en introduction très rapidement du droit des personnes étrangères, du CESEDA, et de comment des personnes, parce qu'elles n'arrivent pas à se régulariser, peuvent tomber dans une forme de marge. On sait que cette marge de l'irrégularité tombe dans d'autres marges de vulnérabilité, précarité, etc. Le droit des étrangers aujourd'hui n'a rien de stable, il change tous les 3-4 ans, donc il est problématique. Et le code même des étrangers, il est unique. On sait qu'on a le code général, on va dire le CESEDA, mais on va aussi avoir les accords franco-algériens, tous les accords bilatéraux. On va avoir du dérogatoire à Mayotte qui enferme 9 enfants sur 10 en rétention. Et est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas se dire, on légifère pour rien, qu'on a un code qui est inutile et qui est même unique, et que là, le droit, il est en trop, puisque ce droit-là, il démantèle déjà les membres de la famille humaine, et peut-être qu'à cet endroit-là, il devrait être absent, justement. Ça donne pas envie de s'arrêter dans 2 minutes. Hein. C'est une très juste question. Je peux pas. J'ai fait pendant 25 ans du droit des étrangers au Conseil d'État. J'ai quelques idées là-dessus. Hein, et en plus, j'ai été rapporteur général de la Commission supérieure de codification, donc sur ces aidages, j'ai quelques idées en plus. Je voudrais dire, quand on parlait du risque de saturation de l'espace social par le droit, sans aller dans cette direction de trop de droits, il y a aussi d'autres éléments qui peuvent, d'une certaine manière, nuire au jeu social. Vous avez parlé de l'instabilité du droit qui crée de l'insécurité juridique. Parce que le droit est trop mouvant, parce qu'il est imprévisible et qu'il change trop vite. Les opérateurs, que ce soit l'État qui l'applique ou les personnes qui doivent le respecter, n'ont pas le temps de suivre. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que parfois, c'est pas seulement trop de droits dans l'espace social, c'est dans l'espace qui doit être régi par le droit, la qualité même de la règle juridique qui est en cause.
Je ne peux pas dire plus, je suis entièrement d'accord. Le droit, et sans fixer les choses à jamais, doit être quand même, je reprends les thèmes que Delphine citait dans la bouche de un élément de stabilisation. Et donc si on change trop vite, ça crée le contraire de la stabilité, l'insécurité. Et donc on est à rebours de ce que la règle de droit qui doit organiser le vivre ensemble est chargée d'atteindre. Vous m'entendez? Oui, en matière de droit des étrangers, toujours, il y a quand même quelque chose d'extrêmement inquiétant qui s'est produit ces derniers mois, puisqu'on a un ministre de l'Intérieur qui lui-même s'est placé à la marge, dans la mesure où il a refusé, en tout cas il est allé à l'encontre d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait stoppé, en tout cas qui refusait l'expulsion d'un ressortissant ouzbek, justement, car risque de torture au sein de son pays d'origine. Et c'est une des premières, il me semble. On a un ministre de l'Intérieur qui est allé à l'encontre d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui interdisait cette expulsion. Donc, dans le contexte actuel, effectivement, c'est extrêmement inquiétant. Je voulais savoir, vous, en tant que magistrat de la Cour européenne des droits de l'homme, comment vous réagissez face finalement à cette première, qui est celle d'un ministre d'État qui va à l'encontre d'une décision de la CEDH. Ah, disons. Mais je vais vous dire, je ne regrette pas que vous ayez posé la question. Parce que je pourrais dire, il est 4 heures, c'est fini. Et je répondrai l'année prochaine. Je vais répondre à votre question. Je vais répondre de 2 manières différentes. La première, je vais vous dire, il est très compliqué pour les juridictions ou les membres de juridiction d'aller sur ce terrain-là. Pour une raison très simple, c'est que nous, comme juridiction, nous sommes des objets du débat public, mais pas des acteurs du débat public. Et donc là, c'est devenu une question du débat public ou du débat politique. Et donc, moi, je ne peux pas, comme membre de la Cour européenne des droits de l'homme, devenir d'objet acteur du débat politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais répondre, et c'est ce que Nicolas a rappelé tout à l'heure, en plus, dans l'organisation institutionnelle du Conseil de l'Europe, la question de l'exécution, de la non-exécution, il s'agissait d'une mesure provisoire, c'est une manière de répondre aussi à la question de tout à l'heure. La Cour peut être saisie en urgence pour prendre des mesures provisoires qui sont des mesures conservatoires qui vont geler une situation tant qu'on ait pris le temps de juger, parfois trop long, je l'entends, au fond. Et là, effectivement, il y avait une mesure provisoire de la Cour qui disait tant qu'on n'a pas jugé la requête de cette personne, nous demandons à la France de ne pas exécuter la mesure d'éloignement à l'encontre de l'Ouzbékistan. Et ça, c'est une question institutionnellement parlant qui ne relève pas de la juridiction, ni de ses membres, mais du comité des ministres. Mais je vais vous faire une troisième réponse qui, pour moi, signe dans le sillage de ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas, la responsabilité partagée qu'il y a entre les juges internationaux que nous sommes et les juges internes. L'affaire a rebondi au Conseil d'État français, qui a rendu une ordonnance en référé, enjoignant au gouvernement de rapatrier la personne, parce qu'a dit le Conseil d'État, ne pas respecter une mesure provisoire ordonnée par la Cour européenne revient à méconnaître l'article 34 de la Convention, le droit au recours individuel, parce que ça affecte l'effectivité de ce droit au recours. Et donc, je vais vous répondre, c'est cette solidarité entre les juges, qui sont tous les garants, et pas seulement, parce que tout à l'heure on a parlé de personnes qui, dans d'autres actions, je terminerai là-dessus, mais les juges ont une solidarité dans l'application et le respect des droits fondamentaux. Tous les juges. Parfois, on nous présente, nous, comme une cour qui juge les juges. Non, pas du tout. Nous jugeons après les juges et avec eux. Parfois, effectivement, nous avons une approche différente, complémentaire. On n'est pas des juges contre les juges internes. On est des juges avec eux. Et tous ensemble, on est, de manière complémentaire, responsables, garants du respect des droits fondamentaux. Mais ce que je voudrais, parce qu'on va nous couper le micro, et puis il faut que Delphine dise un mot, et Nicolas aussi, dire merci pour, merci pour ce moment. Je crois que c'est devenu une formule assez célèbre. Mais ça donne de l'énergie parce que c'est notre affaire à tous. Oui, ça vous fait marrer ma blague pour rien. Mais bon, je redeviens sérieux. C'est notre affaire à tous et à toutes, le respect des droits fondamentaux. Et donc, en venant discuter avec vous,
en voyant comment dans votre action, et je pense vraiment au rôle de la société civile comme indispensable, c'est dans la société civile d'abord que se joue au jour le jour le respect des droits humains. Et aujourd'hui, par les échanges qu'on a eus, il y a aussi dans la circulation des idées, parfois les confrontations de points de vue, ce qui doit se passer dans notre société aujourd'hui. On est comme dans une course relais et nous avons un petit trésor très précieux que nous ont légué ceux qui ont construit l'humanisme juridique. C'est pas acquis, c'est jamais acquis. Et c'est tous ensemble, en agissant et en discutant, que non seulement on va sauvegarder les droits humains, mais on va les faire progresser. Merci. Merci à tous les trois. Alors, puisqu'on est dans la reformulation de slogans célèbres, je dirais 7h30, c'est la preuve que ce n'est qu'un début, le débat continue. Hein, et ce débat, il continue de deux façons au moins. La première, c'est que comme les trois acolytes là restent encore quelque temps dans les parages, eh bien, les questions qui n'ont pas pu être posées, ou les interrogations, ou les reformulations, ben, profitez-en pour les aborder. Il y a à boire et à danser, mais voilà, il y a aussi à discuter. Il y a discuter et à débattre. Et la deuxième chose, alors ils ne sont pas au courant, je vais leur annoncer, ils ne vont pas être contents, c'est que, en fait, ce débat-là, il doit être l'amorce de autre chose. Et en fait, l'autre chose, il faut qu'à un moment donné, il soit posé, et il soit posé par écrit. C'est-à-dire que vous avez fait fuser un certain nombre de concepts, d'idées, vous avez brassé, et maintenant, écrivez. Merci en tout cas à toutes et à tous.